et ensuite 20 à 30 minutes pour la présentation de la carte narrative du lac Beauport que vous pouvez trouver également sur le site web d'Agiro. Et ensuite, nous allons terminer par une période de questions. Donc, je vous invite de poser vos questions par la fenêtre chat et on va tenter de répondre à toutes les questions d'ici 1 heure. Dans certains cas, si jamais il y a des questions qui sont plus longues à répondre ou que la présentation se termine un peu trop tard, nous allons vous communiquer les réponses par écrit par la suite. Donc, je vais changer l'écran. Je vais d'abord aller vers la présentation pour nous permettre d'aller un peu vers les concepts. Donc, on parle souvent au niveau des lacs d'un concept qui s'appelle eutrophisation, qui est un concept pas nécessairement facile à comprendre et c'est pas non plus facile non plus d'établir l'état d'eutrophisation d'un lac. Et je m'explique. Donc, en fait, moi, j'aime bien séparer 2 concepts. Donc, il y a le concept d'eutrophisation et de dégradation d'un lac. En fait, il faut comprendre que quand on parle d'eutrophisation, c'est un processus d'enrichissement graduel d'un lac en matière nutritive, c'est-à-dire d'azote et de phosphore notamment. Et quand on parle d'un lac oligotrophe, on parle d'un lac peu nourri, donc très peu enrichi en éléments nutritifs, versus un lac qui est bien nourri, eutrophe, avec beaucoup d'éléments nutritifs. Ce qu'il faut savoir au départ, que les lacs au Québec ont été créés il y a 10 à 12 000 ans et suite à la dernière glaciation. Et selon leur profondeur, leur configuration, au départ, ils ont aussi reçu des nutriments depuis au-dessus de 10 000 ans. Et c'est notamment depuis que les humains se trouvent davantage dans le territoire, notamment les dernières 100, 150, dans certains lacs 200 ans, qu'on voit que les lacs s'enrichissent plus rapidement à cause de l'activité humaine. Donc, normalement, on doit toujours mettre un lac dans son contexte par rapport à sa création et par rapport à son moment où l'activité humaine a commencé à s'installer. Donc, on va toujours évaluer un lac au départ par rapport à son état de quantité de nutrition, mais on va également voir à quel point que le lac a pu se dégrader. On peut comparer ça un peu avec un humain. Donc, un humain a une durée de vie quelconque d'environ, mettons, 85 ans. Et on a des humains qui sont peu nourris, donc très minces, versus d'autres qui sont bien nourris, mais qui peuvent être en très bonne santé néanmoins. Donc, c'est la même chose pour les lacs. Après ça, on va parler d'une dégradation, c'est-à-dire une diminution progressive de la qualité de l'eau qui ont un impact sur les conditions écologiques et physiques du lac, mais qui ne sont pas nécessairement associées aux concentrations et éléments nutritifs. Pour tirer notre parallèle vers un humain, c'est qu'on a des humains qui vont prendre beaucoup d'alcool, qui vont fumer, qui vont se nourrir mal avec des produits qui ne sont pas bons pour la santé. Et ça va faire en sorte que leur état général, peu importe s'ils sont peu nourris ou bien nourris, ça va se voir dégradé ou il va tomber malade. Donc, dans le cas d'un lac, il faut comprendre que ça fonctionne comme un humain. C'est un réacteur biologique avec beaucoup de composantes qui vont travailler ensemble pour que le lac reste en bonne santé globale. Et plus qu'on apporte des éléments qui peuvent continuer à la dégradation, comme les sels de voirie, comme les contaminants d'origine divers, comme les hydrocarbures, les résidus de médicaments, les soins corporels, les produits de nettoyage, les herbicides, les pesticides, et j'en passe, ils vont contribuer à la réduction de la capacité du lac de se auto-régénérer. Et c'est la même chose pour un humain. Par rapport à son alimentation, par rapport à ce qu'il fume, à ce qu'il prend de la drogue, à ce qu'il prend de l'alcool. Donc, on a une certaine capacité d'éliminer, comme un lac a une certaine capacité d'éliminer. Par contre, si on en met trop, bien, le lac non seulement va s'en aller vers un état d'embonpoint, donc trop bien nourri, et en plus, un état de santé qui lui permet plus de garder son équilibre de santé. Donc,
L'impact qu'on voit un peu par rapport à un lac, c'est que le lac, on peut jamais le voir tout seul. Il faut toujours le mettre dans son contexte par rapport à sa profondeur, par rapport à sa grandeur, mais aussi par rapport à tout ce qui se passe dans son bassin versant. Donc, on peut vraiment dire que plus qu'on a de l'urbanisation dans un bassin versant et de l'agriculture, ce qui n'est pas le cas dans le lac Beauport, plus qu'on va avoir de l'urbanisation, plus qu'on va avoir des sédiments qui vont être arrivés dans le lac, plus qu'il y a des éléments nutritifs, plus qu'il y a des agents pathogènes, des métaux lourds, des sels, des contaminants d'intérêt émergent qui vont se retrouver dans le lac, en plus d'avoir, avec une urbanisation grandissante, des eaux de ruissellement qui seront plus chaudes que ce qui serait à l'état naturel, refroidi par la végétation. Donc, on a comme impact ensuite des, ce qu'on peut considérer comme des symptômes de dégradation également, qui nous donnent, qui lèvent les premiers flags, si on veut, qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le milieu. Donc, c'est la prolifération excessive des cyanobactéries, c'est les herbiers aquatiques, donc c'est naturel d'avoir des herbiers aquatiques. Par contre, si on voit qu'il y a une quantité importante d'herbiers aquatiques qui se produit, c'est là qu'on a ultimement une problématique. Et on a également la valeur foncière qui peut baisser et les usages récréatifs, le plaisir qui vient avec va diminuer. On peut également avoir la mortalité de poissons. Donc, si on regarde, je vais juste valider quelque chose. Je me demande si je suis dans la bonne... Ah oui, je voulais juste valider si vous voyez le même écran que moi, parce que j'ai eu un petit problème tout d'un coup à l'informatique. Ce sera pas long. Donc, oui, je pense qu'on est correct. On va retourner là-dedans. Donc, il faut vraiment faire aussi la différence entre une eutrophisation appelée naturelle, qu'on voit sur les milliers d'années. Donc, c'est un remplissage graduel avec la matière organique des éléments nutritifs, qui se passe sur des milliers, voire des centaines d'années. Donc, on n'est pas normalement supposé de voir cette eutrophisation dans l'espace de vie d'un humain, et surtout pas dans l'espace de quelques années seulement. Tandis que quand on parle d'eutrophisation anthropique, on le voit dans quelques dizaines, voire quelques années seulement, que le ruissellement urbain, les rejets industriels, les fertilisants, pesticides, l'érosion, les sédiments, la pollution diffuse vont amener davantage de sédimentation dans le lac. Peut avoir des plantes envahissantes ou prolifération de cyanobactéries, un manque d'oxygène et une diminution de poissons. Donc, établir maintenant l'état d'un lac, c'est une science complexe. Comme vous le savez très bien, quand vous allez chez le médecin et vous arrivez dès le départ, il va prendre quelques signes vitaux et plus qu'il vous questionne pour vous dire si vous avez d'autres symptômes, plus qu'il va ajouter des paramètres, des analyses qu'il va ajouter, comme une radiographie des poumons, un bilan sanguin complet, de prendre le pouls, etc. Donc, pour un lac, c'est un peu la même chose. Établir l'état d'un lac, c'est une science vraiment complexe. Donc, dès le départ, on doit regarder un peu les stratégies d'échantillonnage dans le temps et dans l'espace. Donc, est-ce qu'on prend un seul point dans un lac? On le prend on prend des valeurs de différents paramètres pour établir le lac à quelle profondeur? Quels sont les paramètres qu'on envoie en laboratoire? Tout est une question de à quel point on veut avoir un bilan de santé complet. Tout est une question de moyens financiers, des moyens humains et des capacités de laboratoire de faire les analyses. Donc, il existe plusieurs moyens, stratégies pour évaluer le degré de vieillissement et dégradation d'un lac. Les paramètres de qualité de l'eau donnent une information précise du moment des prélèvements et ça, c'est important parce que ça fait une différence si on échantillonne au printemps lors du mélange des eaux ou à l'été ou à l'automne ou en hiver. Donc, on doit vraiment établir quand est-ce qu'on y va et pourquoi. On a également de plus en plus la tendance à utiliser des données biologiques qui sont davantage intégratrices des perturbations à long terme. Et donc, plus qu'on évalue l'évaluation de cancer des paramètres, meilleure est l'évaluation de la compréhension du milieu.
Donc, pour le lac Beauport, et après ça, bientôt, je vais m'inviter directement vers la présentation sur le lac Beauport, on a établi une panoplie de paramètres. Comme les trois premiers en haut à gauche que vous connaissez, qui sont les paramètres classiques, le phosphore, la chlorophylla, la transparence. Ce qu'il faut comprendre par rapport à ces paramètres, c'est vraiment les premiers qui nous donnent un pouls sur l'enrichissement du milieu par rapport à l'élément nutritif du phosphore, qui se traduit par une production biologique dans la colonne d'eau et non, il faut bien le dire, pas par rapport aux plantes aquatiques parce que ils prennent leurs éléments nutritifs notamment dans les sédiments, donc les éléments nutritifs qui se sont sédimentés, et la transparence qui nous permet d'établir le lien entre la productivité biologique, mais aussi peut nous donner des indicateurs de la perturbation par les sédiments, la turbidité. Ensuite, on a d'autres qui sont de plus en plus importants et considérés, c'est l'azote comme deuxième élément nutritif, la capacité, la quantité d'oxygène dans le lac, à quel endroit et quel est le ratio dans le lac au complet. Ensuite, on va regarder les herbiers aquatiques, la richesse, la densité, la diversité. On peut également regarder le phytoplancton, le zooplancton, les poissons et bien plus encore, comme par exemple la conductivité spécifique pour connaître les sels de Vori. Avant de vous présenter les résultats pour le lac Beauport, il y a une chose que je veux vous dire d'emblée, et c'est qu'on peut faire un acharnement en termes d'analyse de données, en termes de suivi. On peut aller très loin de tout ça. Mais une chose est certaine, c'est que dans tous les cas, peu importe la certitude des résultats, peu importe des variations interannuelles que vous trouvez à votre lac, c'est toujours possible d'agir basé sur les connaissances actuelles à petite et à grande échelle parce qu'on sait ce qui fonctionne pour protéger la dégradation et l'eutrophisation des lacs et on sait qu'est-ce qui marche pour prévenir que ça arrive. Donc, par rapport à tout ça, il faut comprendre qu'un lac, c'est comme on a des gains et des pertes. Donc, les gains, c'est ce qui rentre, les pertes, ce qui sort ou ce qui sédimente. Donc, quand on regarde les lacs comme le lac Beauport, c'est qu'on a un apport diffus d'eau usée par les installations septiques autonomes. Il faut savoir qu'une installation septique autonome a été conforme, a été établie pour pouvoir réduire au maximum et éliminer les pathogènes comme les coliformes fécaux. Ils n'ont pas été conçus d'emblée pour réduire à tout prix les éléments nutritifs comme l'azote et le phosphore, ni pour les contaminants d'intérêt émergent. S'ils font leur travail quand même par rapport jusqu'à un certain point pour le phosphore, jusqu'à un certain point pour l'azote, c'est parce qu'il y a une rétention dans les boues, il y a une certaine rétention dans le sol, mais somme toute, ça n'a pas été fait pour ça, donc il y a toujours une diffusion continue des eaux usées dans le sous-sol, donc vers le lac. Donc, les éléments nutritifs, les herbicides, tous les produits que vous utilisez pour faire la cuisine, pour faire le ménage, etc. Ensuite, il y a les sels de Vori qui viennent autant les abats poussières dans certains cas, mais surtout par rapport à les abrasifs qu'on met en hiver. On a l'érosion qui vient des constructions, des routes, des ponceaux. Il y a l'érosion des rives qui vient des bateaux en moteur qui est très important. Ensuite, il y a l'entretien des terrains. Il y a le déboisement dans le bassin versant, le ruissellement d'ordre divers. Donc, il faut contrôler ses gains et ses pertes. Il faut savoir, dans ce cas-là, on a mis l'agriculture, mais l'agriculture chez vous, ce n'est pas un cas. Donc, il faut savoir que les sorties sont soit dans les sédiments, donc il y a une accumulation de tout ce qui rentre dans les sédiments, et une autre partie qui est absorbée par les plantes aquatiques, du moins de manière temporaire jusqu'à leur sénescence, c'est-à-dire leur mort. Parce qu'ensuite, il y a une partie qui va se résédimenter et sortir également par le lac. Donc, il y a une façon que ces sédiments sont remis en suspension dans un lac où ce qui est rentré, c'est par le brassage naturel au printemps et à l'automne. Mais notamment dans le cas du lac Beauport, des lacs qui sont très fréquentés, c'est le brassage par les bateaux en moteur qui peuvent non seulement éroder les rives, mais qui vont remettre en suspension
ce qui est déjà capté dans les sédiments. Et pour certaines activités très invasives des bateaux en moteur, on parle qu'il faut un minimum de 300 mètres de chaque rive pour ne plus avoir d'impact sur la rive ou sur le fond du lac, parce qu'il y a de la propulsion qui se fait de certains bateaux à moteur qui se fait en profondeur sur plusieurs mètres du lac, sachant que le lac Beauport a seulement 14 mètres de profondeur et que somme toute, il est très peu profond. Il y a pratiquement un impact partout par rapport au brassage par les bateaux. Ensuite, il y a une partie qui sort par l'exutoire du lac. Donc, l'idée, c'est de pouvoir établir quels sont les robinets que je peux fermer avec le plus grand gain pour le lac à mon échelle. Donc là, c'est vraiment la bonne gestion des eaux usées, la réduction des sels de voirie, réduction de l'érosion lors de la construction et limiter au maximum l'érosion et le brassage par les bateaux. Et les barrières que je peux implanter sont évidemment la barrière ultime qui sont les bandes riveraines, mais il faut avoir ce qu'on peut appeler également une approche multibarrière, c'est-à-dire qu'on va essayer de planter et garder boisé le maximum du bassin versant, peu importe où ce qu'on se trouve dans le bassin versant. Donc, ceci étant dit, je vais aller directement vers le lac Beauport. Donc, le résultat de la diagnose de 2018. Je n'irai pas dans les détails par rapport à la méthodologie. On pourrait le faire dans la période de questions. Vous pouvez également les consulter, la méthodologie en détail dans le rapport du lac Beauport qui est sur notre site web. Donc, d'abord, il est où le lac Beauport et pourquoi est-ce qu'Agiro s'intéresse au lac Beauport? Agiro s'intéresse dans l'ensemble du bassin versant de la prise d'eau, du bassin versant du lac Saint-Charles, de la rivière Saint-Charles, je m'excuse, mais davantage au bassin versant qui alimente la principale prise d'eau potable de la Ville de Québec, qui alimente 300 000 personnes. Le lac Saint-Charles, il est situé plus ou moins au centre de ce bassin versant-là, et le lac Beauport, ici en latéral, il n'alimente pas, et ça c'est bien important parce qu'on le voit souvent le contraire dans les médias, il n'alimente pas le lac Saint-Charles. Là, je vais vous agrandir ça un petit peu. Le lac Beauport, il va plutôt alimenter la rivière Jaune qui passe dans le bassin versant. La rivière Jaune va couler à travers certains secteurs et il va se jeter dans la rivière Saint-Charles en aval du lac Saint-Charles, donc en amont de la prise d'eau, mais bel et bien en aval du lac Saint-Charles. Donc, c'est un lac qui est quand même relativement important pour la prise d'eau parce qu'il y a un des principaux tributaires de la rivière Jaune qui amène un bon apport en eau à la principale prise d'eau. Donc, c'est un lac qu'on considère pour ces raisons-là et également parce que c'est un joyau du patrimoine de la région. Donc, je ne vais pas vous lire tout ce qui est écrit, mais si on zoome maintenant sur le lac Beauport, c'est relativement un petit lac avec une profondeur maximale de 14 mètres qui est alimenté par 3 affluents, dont 2 sont permanents et un qui est intermittent. Il y a très certainement également des apports en eau souterraine, mais qui ne sont pas quantifiés précisément. Donc, comme je disais, le lac Beauport se jette ensuite dans un petit tributaire vers la rivière Jaune. Le lac Beauport, ce qu'il faut noter, c'est que le lac Beauport est également un lac qui est relativement un petit bassin versant et toute l'activité humaine, la majeure partie passe dans les premiers 300 mètres alentour du lac. Donc, si on regarde le secteur ici que je pointe avec ma souris, c'est très densément habité. Il y a des fortes pentes également dans ce secteur-là. Et toute cette partie ici, c'est sur installation septique autonome, tandis que la partie de l'autre côté de la rive est sur un réseau d'égouts. Donc, le bassin versant, il est, même encore s'il est majoritairement forestier, donc 66% du territoire est occupé par un couvert végétal, et excusez,
Et on a à peu près 22% du bassin versant qui est fortement anthropisé, notamment dans les 300 premiers mètres. Pourquoi c'est important? Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, mais il ne faut vraiment pas l'oublier, c'est que on a pu, dans certains secteurs, on manque des barrières par rapport à la végétation. On doit toujours regarder ce qui se passe dans l'ensemble du bassin versant pour pouvoir dire est-ce qu'à quel point que mon eau est filtrée, rafraîchie et non chargée par tout ce qui arrive dans un lac. Je vous donne un exemple. Quand on regarde du côté de l'Europe, on est rendu à avoir réduit dans beaucoup de lacs tous les apports d'éléments nutritifs qui proviennent des eaux usées. Les lacs se sont régénérés en termes d'eutrophisation, donc sont devenus oligotrophes, peu nourris, en passant par un état dans les années 40 de oligotrophes vers fortement eutrophisés dans les années 70 et 80, qui sont des retours à oligotrophes. Mais qu'on observe maintenant qu'il y a un petit manque de régénération qui ne se fait pas parce qu'on a encore trop de composantes de produits chimiques qui viennent autant de la construction, des bâtiments, de toutes sortes d'activités, de résidus qui arrivent sur les routes, qu'on a encore de la difficulté à freiner la dégradation de ces lacs-là. Donc, si on regarde la répartition de l'activité, on en a parlé un petit peu, mais on a dans le bassin versant du lac Beauport, on a surtout les bâtiments, on a un terrain de golf, les infrastructures, les voies carrossables, et c'est là qu'on a l'apport de sel de Voirie. On sait que la municipalité de Lac-Beauport fait son très grand possible pour réduire les sels de Voirie en tout temps. Donc ça, les efforts sont remarquables, mais c'est un élément qu'on voit de plus en plus dans tous les lacs du Québec. Il faut absolument réfléchir à la question si on revient au maximum aux routes blanches ou écoroutes, il y a divers termes, pour protéger les lacs. Il y a des bels exemples au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a des beaux exemples un peu partout à Québec où ce que ça fonctionne bien, on réduit la vitesse, c'est mieux pour les véhicules, on doit faire juste attention, on met les abrasifs seulement dans les côtes, etc. L'idée, c'est de le réduire au maximum. Puis la raison pourquoi qu'on doit absolument réduire les sels de voirie au maximum, c'est que plus qu'il y a des sels de voirie, qui arrive dans un lac, plus que c'est un perturbateur de l'intégrité biologique, ça c'est une chose. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les sels de Voirie, ce n'est pas seulement des sels de Voirie, dans le sens du sel de table, mais c'est mélangé avec d'autres produits comme des antimotants, comme des ferrocyanures. Ça mobilise également les métaux lourds dans le sol. Ça amène toutes sortes de petites amies avec eux. Et l'autre élément qui est très important, c'est que quand on a beaucoup de sels de Voirie dans un lac, on augmente la densité des eaux du lac. Et plus qu'on a une densité élevée d'un lac qui vient des Total Dissolved Solids, les solides dissous totaux, et plus qu'on a une température d'eau chaude, moins que l'eau va être en mesure d'avoir un brassage du printemps et à l'automne. C'est-à-dire que les 2 fois qu'un lac au Québec s'alimente en oxygène, généralement, c'est à l'automne puis au printemps, mais il ne pourrait plus le faire. Puis on a déjà un exemple au Québec où un lac est plus capable de se brasser au printemps, c'est le lac Clément qui est pas loin du lac Beauport, parce qu'il y a trop de sel de Voirie, donc c'est un lac qui est fortement dégradé. Donc, j'ai déjà parlé de qu'est-ce que c'est une diagnose. Donc, c'est un petit peu ici se vulgariser d'une autre façon, mais plus qu'on cherche des éléments pour établir une diagnose, plus qu'on sait dans quel état il se trouve. Donc, pour le lac Beauport, ce que nous avons fait, c'est qu'on a pris des indicateurs qu'on appelle physico-chimiques, comme la température, l'oxygène, le pH, la turbidité, la transparence, la conductivité spécifique, qui est un indicateur des ions, le phosphore total, l'azote total, la chlorophylle A. On a ensuite pris des indicateurs biologiques, donc la diversité, densité des herbiers, la communauté de phytoplancton, la présence de cyanobactéries, la communauté des zooplanctons, communauté de poissons et l'état des bandes riveraines. Et on a mis tout ça également, évidemment, en relation avec l'activité humaine sur le territoire. Donc, c'est les paramètres que nous avons pris et maintenant par rapport aux résultats.
L'élément qui est vraiment très encourageant par rapport au lac Beauport, c'est les efforts que les riverains et la municipalité ont mis pour améliorer l'état des bandes riveraines par une réglementation, l'application de la réglementation, le respect de la réglementation. Donc, si on regarde, puis je vous invite à le faire après en détail par vous-même, l'état des bandes riveraines en 2013, vous voyez, il y a plusieurs zones ici en rouge puis en jaune. Et si on les compare maintenant avec les, les données de 2018, un instant, hop, on voit qu'en 2018, ce qui était rouge est devenu jaune, ce qui était jaune est devenu orange, etc. Donc, on a vraiment une, une réelle amélioration des bandes riveraines. Il faut savoir que les bandes riveraines, leur fonction, elle est multiple. La première fonction, une des fonctions, c'est que c'est vraiment la ultime barrière pour retenir les éléments nutritifs qui ruissellent en surface et en subsurface. C'est pour ça qu'on veut avoir des plantes de différentes tailles parce que ça va faire des racines de différentes tailles, donc capter les éléments nutritifs à divers niveaux. Ils ont également, notamment quand on parle, mettons, du myrique baumier qui va aller vraiment dans la rive directement, ça va être aussi un élément pour freiner l'érosion des rives, donc ça empêche les vagues de frapper directement le sol. Et ça va également être les endroits pour donner de l'ombrage au lac, donc garder une certaine fraîcheur dans le lac. Vous savez, cette année, il fait très chaud, ce qui est très euh, potentiellement favorise beaucoup la prolifération d'algues, de plantes aquatiques, de désoxygénation d'un lac, ultimement mortalité de poissons, comme on a vu au lac Saint-Augustin il y a quelques semaines, où la mortalité était excessive. Et ils vont également nous permettre d'être des habitats pour la vie aquatique. Donc, il y a des très beaux efforts qui ont été faits, donc il faut les poursuivre et également ne pas oublier le reste du bassin versant pour le garder un couvert forestier maximal. Donc, tout le monde peut faire quelque chose, même s'il ne reste pas directement sur le bord du lac. Maintenant, par rapport aux herbiers aquatiques. On va réduire un peu la fenêtre. En fait, les herbiers aquatiques, on va juste revenir là-dessus. Les herbiers aquatiques, c'est ça qui a sonné le premier symptôme, si on veut, d'alarme au lac Beauport quand des riverains nous ont contactés en 2012, dire qu'il y avait une prolifération importante des plantes aquatiques. En soi, les herbiers aquatiques ne sont pas un problème, mais sont un indicateur si on voit une prolifération importante qu'il y a un surplus d'éléments nutritifs dans le lac. Parce qu'ils sont bons pour le lac parce qu'ils filtrent les particules en suspension, ils capturent les nutriments qui sont essentiels à leur croissance, ils réduisent l'érosion des rives, fournissent un habitat aux organismes vivants, ils rafraîchissent également le lac. Donc, le problème n'est pas la présence des plantes aquatiques, mais plutôt une prolifération rapide, un changement de communauté, une forte densité. Donc, ces modifications indiquent, entre autres, un apport excessif de nutriments dans l'écosystème. Dans certains cas, avoir beaucoup de plantes aquatiques dans un lac qui est très enrichi ou qui est en vert de s'enrichir, c'est peut-être même positif parce que les éléments nutritifs dans les sédiments sont pris par les plantes aquatiques et les éléments nutriments qui sont dans l'eau sont pris par ce qu'on appelle le périphyton qui pousse sur les plantes aquatiques et qui va capter les éléments nutritifs. Donc, ils sont en compétition pour les nutriments avec les cyanobactéries, donc potentiellement moins de cyanobactéries. Je dis bien potentiellement, parce qu'il y a des éléments qui vont aller à l'encontre de cet effet-là. Et on va en venir. Donc, en 2013, nous avons les herbiers aquatiques y occupaient 16 du lac Beauport. On avait déjà vu une augmentation importante par rapport aux diagnoses précédentes. Et entre 2013 et 2018, ils occupent 23 du lac, soit 58 de la surface colonisable, qui est généralement de 3 mètres, mais qui peut être potentiellement un peu plus que ça, surtout dans les lacs avec encore une relativement bonne transparence. Donc, on a observé une superficie d'occupation qui a augmenté. On a plus d'espèces qui ont été observées. Donc, on voit qu'il y a probablement un enrichissement graduel en matière nutritive
qui viennent de l'érosion de la construction, érosion de la route, sédiments en provenance de l'entretien routier et les installations septiques autonomes. Il faut savoir qu'entre autres, on parlait des sels de voirie tout à l'heure. Dans les sels de voirie, on a des sédiments, on a du gravier, on a également des éléments nutritifs. Donc, c'est non négligeable. Donc, on a également regardé le côté des cyanobactéries dans le lac. On a regardé à plusieurs niveaux. On a regardé les espèces qui s'y trouvent pour savoir à quel point qu'on a des espèces qui sont indicateurs d'un état trophique du lac. De manière générale, les cyanobactéries, aussi appelées algues bleu-vert, sont présentes de façon naturelle dans les lacs. Donc, c'est normal d'en avoir. Ce qu'on ne veut pas avoir pour nous, pour notre lac, c'est qu'il y en a des concentrations tellement importantes que d'une part, ça peut vraiment même aller nuire à l'intégrité écologique des autres espèces dans le lac, mais qui peuvent causer des problèmes de santé pour les baigneurs et même pour des personnes avec des contacts de sport nautique secondaire, c'est-à-dire le canot, kayak, bateau motorisé, etc. Et également pour des quantités importantes peuvent être également nocives pour les animaux domestiques, souvent les chiens qui s'abreuvent dans les lacs. Il y a également des études, souvent, il y a des gens qui pensent, parce qu'ils ne se baignent pas dans le lac, peu importe si c'est des cyanobactéries ou pas, ça ne peut pas être nocif. Ils sont en bateau, sont en kayak, peu importe dans quelle embarcation, donc ils ne sont pas en contact direct. Mais il y a des études qui montrent que c'est pas vrai du tout ça n'est pas obligé de se baigner pour avoir des effets sur la santé, les effets cutanés, les maux de tête, des vomissements pour être affecté, mais les sports de contact secondaires, on peut également être affecté. Donc, il faut surveiller de près les cyanobactéries. En fait, ce qui est particulier au lac Beauport par rapport à d'autres lacs de la région, c'est que nous avons observé plutôt dans le lac Beauport des espèces qui sont plus indicateurs d'un état oligotrophe, donc peu nourris, mais qui sont néanmoins là en très, très grande quantité. Mais comparativement à d'autres lacs, à d'autres cyanobactéries, ce sont des cyanobactéries qui ne forment pas d'écume, c'est-à-dire qu'on ne les voit pas avec des grosses masses vertes en surface comme on le voit bien souvent, mais qui vont plutôt se proliférer sur toute la colonne d'eau et donner une couleur, comme on le voit ici, un petit peu le vert de bouteille de bière Beck's. Donc ça, c'est une espèce de cyanobactérie qui a fait cette fleur d'eau-là qu'on observe au lac Beauport, qui ne forme pas d'écume, qui n'est pas connue pour la production de toxines, mais toutes les cyanobactéries, par leur pigmentation, peuvent avoir un effet sur les effets de la peau, les effets sur la peau. Donc, en tous les cas, quand on n'est pas certain, il faut signaler au ministère de l'Environnement la présence de cyanobactéries. Si on n'est pas certain, on peut contacter les diverses instances pour avoir le cœur net si on a du pollen ou des cyanobactéries. Donc, pour comment diminuer l'apparition de ces fleurs d'eau, encore une fois, c'est les éléments nutritifs. On va en revenir tout à l'heure. Donc, quelle est la qualité de l'eau du lac? Le problème que nous avons observé au lac Beauport, ce n'est pas tant les concentrations en phosphore. Il y a relativement, dans la colonne d'eau du moins, il y a relativement peu de phosphore et d'azote, donc plus d'un état oligotrophe que d'un état hypertrophe ou eutrophe. Ça s'explique probablement par le fait qu'une partie des éléments nutritifs a été déjà consommée par le périphyton qui est sédimenté. On pourrait en venir tout à l'heure, si vous voulez, par rapport à tous les indicateurs azote et phosphore et chlorophylla dans la colonne d'eau. Mais ce qui nous a indiqué comme de quoi qu'il y a un enrichissement et une sous-production dans le lac, c'est la diminution de l'oxygène. Donc, on pense qu'il y a quand même une forte productivité dans les premiers mètres du lac Beauport et qu'ensuite, cette productivité biologique avec la décomposition qui consomme l'oxygène nous amène à avoir un profil du lac Beauport d'oxygène
qui est ce qu'on appelle clinograde. C'est-à-dire que si on regarde ça ici, c'est les 4 dates que nous sommes allés sur le lac Beauport. C'est que c'est normal d'avoir une bonne quantité d'oxygène dissous dans les premiers mètres. Et pour les lacs qui sont vers une tendance eutrophe, donc une surnutrition, c'est en ce moment-là qu'on observe qu'il y a une diminution graduelle ou abrupte de l'oxygène vers les derniers mètres parce qu'il y a une production biologique qui se fait ici et une consommation dans les derniers mètres qui consomme le reste de l'oxygène. La bonne nouvelle ici, c'est que la diminution arrive à des profondeurs relativement profondes. Il y a des lacs où ça commence déjà à partir des 3 à 4 mètres. Donc, il faut toujours moyen de vérifier, faut toujours comparer, mais n'empêche que c'est un profil clinograde, donc une très forte consommation de l'oxygène qu'il faut considérer dans les résultats. Donc, si on regarde maintenant, l'autre élément qui nous a un peu plus inquiétés, c'est la conductivité spécifique. Donc, on se rappelle, la conductivité spécifique, c'est la mesure des ions dans l'eau, peu importe lesquels, que ça peut être les éléments nutritifs comme les sels. Ici, nous les avons corrélés avec les sels de Vaury, puis il y a une corrélation directe avec les sels de Vaury. Normalement, les lacs de la région ont une conductivité alentour de 22 à 30 microsiemens, comme le lac Clair dans du Chenot. Le lac Saint-Charles, il est maintenant alentour de 195 à 100 microsiemens. Il varie énormément le lac Saint-Charles parce que c'est plus un système fluvial. On peut passer très rapidement de 180 à 40 dans une journée quand il y a des très fortes pluies. Mais des variations comme celui-là ça n'arrivera pas de cette façon-là au lac Beauport. Après ça, on a le lac Savard, qui est un tout petit lac qui est alentour dans les 200, 150 à 200 selon les dates. Et le lac Beauport, que pour la période, toute profondeur confondue, se situe alentour de 190 microsiemens, avec le lac Clément qui, lui, est vraiment très important. On parle des 1000 et plus microsiemens selon les dates et les profondeurs. Donc, c'est ici qu'il faut absolument travailler parce que c'est un élément, une augmentation qu'on voit avec le temps, qui n'est pas nécessairement parce qu'on ne fait pas assez d'efforts pour réduire les sels de Vaury dans les rues, mais parce qu'il y a peut-être aussi une augmentation des nombres de rues dans le bassin versant et également dans les secteurs qui sont très abrupts, donc où ce qu'on n'a pas le choix, entre guillemets, de mettre des sels de Vaury. Donc ça, c'est un élément à regarder vraiment à la petite échelle pour la réduction de ces éléments-là. Il faut également éviter d'en mettre des sels de Vaury le plus possible dans ses entrées. Il y a des moyens qu'on pourrait discuter tout à l'heure pour réduire les sels de Vaury. Donc, par rapport aux espèces de poissons présentes, il y a eu plusieurs études depuis les années 40. Ce que nous, on a observé dans 2018, c'est qu'il y a une diminution importante des espèces indigènes et un accroissement de l'achigan à petite bouche. Donc, les résultats qui montrent que la dominance des espèces a évolué pour passer des salmonidés à l'achigan. Et sans vouloir aller dans tous les détails, parce que je vous invite de le faire, d'explorer un peu par vous-même, mais il y a vraiment une diminution qui est probablement expliquée d'une part par une perturbation de l'habitat, notamment par le déficit en oxygène, qui peut avoir entraîné la diminution de la diversité des espèces, et aussi potentiellement une difficulté de reproduction dans les frayères perturbées lors des passages de bateaux et l'action des vagues. Donc, en somme, la faible diversité d'espèces de poissons et la prédominance de l'achigan sont des indicateurs d'un milieu eutrophe avec toutes les nuances qu'on doit y apporter par rapport à ces types d'analyses. Donc, pour terminer, c'est quoi les principaux constats qu'on peut tirer de la qualité de l'eau observée en 2018? C'est qu'on a un déficit en oxygène qui réduit la disponibilité d'habitat pour les organismes aquatiques, qui peut potentiellement provoquer la mortalité chez certaines espèces de poissons. L'augmentation de la conductivité spécifique qui peut avoir un effet sur les espèces sensibles à la pollution, d'empêcher le mélange du lac, de réduire sa capacité de réguler les impacts reliés aux activités humaines. Donc, en somme, si on met tous les paramètres ensemble, on
on constate que les lacs Beauport est dans un état mésotrophe. Et ça, c'est vraiment tous les indicateurs mis ensemble, sachant qu'il y en a quelques-uns qui situent le lac Beauport encore dans l'état oligotrophe, ce qui est la bonne nouvelle parce qu'il n'est pas trop tôt, trop tard pour agir et pas trop tôt non plus. C'est-à-dire qu'il faut maintenant travailler sur les recommandations. Donc, ces recommandations, c'est que continuer l'amélioration des bandes de riveraines et je vais aller plutôt vers les recommandations, donc de poursuivre les efforts de reboisement des bandes riveraines dans l'ensemble du bassin versant, limiter l'imperméabilisation des surfaces et le contrôle de l'érosion par le reboisement, par exemple, réaliser un contrôle des sédiments issus des chantiers de construction, limiter au maximum le développement sur installations septiques autonomes, favoriser le raccordement et assurer un bon fonctionnement des installations septiques en place, de faire une bonne utilisation aussi de ces installations, on pourrait en venir, limiter les apports des chlorures provenant des sols de voirie, les routes publiques et privées, les entrées de cours, les abords poussières, les piscines et spas au sel, les adducteurs d'eau, etc. Continuer le suivi des cyanobactéries, établir un système de communication citoyenne parce que c'est une question de santé publique, poursuivre les efforts de sensibilisation des mesures de protection face aux plantes envahissantes parce que vous n'avez pas, fait que ça c'est merveilleux, et limiter le passage des bateaux à moteur pour éviter la remise en suspension des sédiments et nutriments, ainsi que la destruction des frayères, et protéger les gens en embarcation de plaisance sur l'eau et les baigneurs. Donc voilà, c'est la présentation. Donc je vous invite d'explorer tout ça en détail sur notre site web et également de lire l'ensemble du rapport si ça vous intéresse. Donc si vous voulez, nous pourrions passer à la période de questions. Donc, n'hésitez surtout pas de poser des questions. Il nous reste une bonne 10 à 15 minutes.
instant. Je pense qu'il y a un petit problème technique parce que je ne vois pas les questions. On me dit qu'il y a des questions. On va essayer de voir. OK. Ah, super. Là, on me montre les questions. Parfait. OK, d'accord. Il y a monsieur qui pose la question, je demeure au lac Clément. Est-ce possible d'avoir les derniers résultats de son état et est-ce qu'il y a des actions qui seront portées pour réduire les fondants? Parfait, monsieur Massé, nous allons vous envoyer nous allons vous envoyer l'information avec plaisir par courriel. J'ai une question ici. J'aimerais savoir comment on détermine la qualité des berges mentionnées dans la présentation. OK, d'accord. Il y a un monsieur qui pose la question. Je demeure au lac Clément. Est-ce possible d'avoir les derniers résultats de son état et est-ce qu'il y a des actions qui seront portées pour donc, j'ai vu maintenant deux questions. Donc, on a la question comment on détermine l'état des bandes riveraines. C'est une excellente question. En fait, c'est fait selon une méthode qui est proposée par le ministère de l'Environnement. Je pense que la façon la plus simple de répondre à la question, c'est peut-être de regarder la méthodologie. Donc, en fait, on le fait en passant sur le bord des rives et on complète avec les images, les photos aériennes et on détermine par zone la quantité, la superficie colonisée avec les différentes types les herbacées, les arbres, les strates arbustives, l'occupation par les maisons, l'occupation par des surfaces imperméables. Et on fait une pondération du tout pour arriver à un indice de qualité de la bande riveraine. Je vous propose vraiment de consulter le rapport pour avoir tous les détails parce que ça peut être assez complexe. Mais en somme toute, c'est la façon dont on procède. Donc, en passant par les rives, les photos aériennes, on valide sur les premiers 15 mètres quelle est l'occupation de l'ensemble du territoire. Ensuite, j'ai une autre question. Avez-vous estimé le niveau d'ensablement des dernières années? En fait, non, on n'a pas estimé le niveau d'ensablement des dernières années. Pour pouvoir le faire, il faudrait faire une étude de la, voyons, il y aura deux moyens pour le savoir. En fait, on pourrait faire une étude avec un écho-sondeur, comme on a fait au lac Saint-Charles, qui pourrait potentiellement nous permettre de faire une estimation de l'ensemblement des différentes strates. Et on pourrait potentiellement aussi passer par une étude qu'on appelle paléolimnologique, où ce qu'on prendrait une carotte sédimentaire à plusieurs endroits dans le lac pour le connaître. Donc, la réponse, on ne l'a pas faite, mais ça, c'est potentiellement des études qui pourront être faites dans le futur. J'ai une autre question ici qui est est-ce que les bateaux à essence sont permis sur le lac? Oui, en fait, les bateaux à essence à propulsion mécanique, on devrait même dire, sont permis sur le lac. Et en fait, il n'y a aucune limitation par rapport à le passage de ces bateaux, la puissance de ces bateaux. Donc, c'est effectivement une des problématiques qu'on observe dans beaucoup de lacs au Québec présentement. Vous le voyez souvent maintenant dans les médias. C'est la présence de ces bateaux-là, la perturbation qu'ils amènent par les vagues sont très importantes pour un lac. Ils augmentent la turbidité, ça brise les frayères, ça brise la nidification des poissons. C'est aussi un impact direct sur la sécurité des baigneurs et des plaisanciers avec des embarcations non motorisées. Et ça a également un impact sur la santé des riverains par le bruit que ça occasionne, parce qu'il n'y a aucune limitation non plus généralement au lac au Québec par rapport au passage de ces bateaux à moteur.
Et on a également des problèmes de sécurité, comme on le voit beaucoup dans les médias présentement, à cause de très grand nombre de passages de ces bateaux-là, parce qu'il n'y a pas vraiment une façon d'encadrer l'utilisation de ces bateaux-là, d'être enseigné comment on doit les utiliser et à quel endroit pour assurer la sécurité à tout moment. C'est ce qui amène à des problèmes au niveau de la santé des lacs et la sécurité de tout le monde qui se trouve alentour du lac et même la santé de ceux qui vivent sur le bord des lacs. J'ai peut-être une autre question, je vais voir. Non, je pense que c'est tout. Je vais juste valider avec ma collègue parce que je ne les vois toujours pas arriver, les questions. Je ne vois toujours pas arriver les questions. Ah, j'ai d'autres questions ici. Est-ce que la municipalité de Lac-Beauport a reçu ce rapport? Oui, ils l'ont reçu. Nous avons fait une présentation, en fait, aux élus de Lac-Beauport à l'automne passé. Une autre question ici. Est-ce que des aérateurs pourraient être installés pour oxygéner le lac Beauport? Ça détruirait les plantes nuisibles et favoriserait les espèces de poissons possibles. Moins de phosphore et pourquoi pas aménager les frayères pour la truite? En fait, les aérateurs, c'est pas nécessairement une bonne idée pour plusieurs raisons. En fait, normalement, on va utiliser des aérateurs. Les aérateurs, excusez-moi, les aérateurs, en fait, on les utilise normalement dans les usines de traitement d'eau usée, dans les étangs aérés. On les utilise également dans les endroits où ce qu'on va, où ce qu'on on fait l'élevage de poissons. On les utilise dans les étangs artificiels dans les villes. Donc, la raison pourquoi on ne les utilise pas normalement dans un lac, il y a plusieurs raisons. D'abord, il n'y a pas nécessairement un effet positif par rapport à l'aération de toute la colonne d'eau à tout prix avec un tel aérateur parce qu'il crée également de la turbulence et ils peuvent également remettre en suspension les sédiments et même accroître la production de d'autres types d'algues. Donc, ça ne détruit pas automatiquement les plantes aquatiques, puis vous n'avez pas des plantes aquatiques nuisibles dans ce sens-là. Vous avez des plantes aquatiques qui sont non invasives. Donc, on n'agit pas tout de suite sur un symptôme quand on sait qu'il y a plusieurs éléments qu'on peut faire pour ramener le lac Beauport en une bonne santé. Sachant que c'est les dernières mètres du lac Beauport seulement qui manquent de l'oxygène, sachant que ça fait pas si longtemps que ça qu'on a ce phénomène-là, il vaut mieux d'abord travailler sur les recommandations, d'appliquer les recommandations pour réduire ce problème-là. Je vous donne un exemple. On parlait d'une part, il faut absolument s'assurer que les eaux qui arrivent dans le lac soient les plus frais que possible en ayant des surfaces boisées. Il faut avoir les bandes riveraines bien boisées pour avoir la fraîcheur sur le bord des rives. Et si on réduit l'apport d'éléments nutritifs, peu importe que ça soit par les installations septiques, les bâtons moteurs, l'érosion des rues, etc., on va avoir moins de production biologique dans les premiers mètres, donc moins de consommation aux derniers mètres. Donc, c'est quelque chose qu'on peut rétablir de manière beaucoup plus efficace, avec moins de coûts et beaucoup plus de succès si on interviendrait de manière aussi invasive comme par des aérateurs.
J'ai une autre question. Un instant. Il y a un monsieur ici qui dit: Je suis riverain depuis plus de 30, plus de, entre le nombre d'années, malheureusement pas là, et j'ai dû passer de 30 pieds de quai à 5 pieds de quai pour obtenir la même profondeur au bout. Selon moi, le lac a perdu 25% de sa profondeur dû à l'ensablement. C'est beaucoup. Donc, effectivement, ce serait peut-être pas mauvais du tout de faire une telle analyse. J'ai une autre question ici. Est-ce que les contributions aux nutriments des installations septiques autonomes, conformes ou pas, ont été modélisées dans le bassin versant du lac Beauport? Quelle est l'importance des installations septiques à l'autorisation par rapport aux autres sources de nutriments? Excellente question. Ils n'ont pas été modélisés par rapport dans le bassin versant du lac Beauport. Aux côtés de Agiro, nous sommes en train de travailler sur ces types de modélisation dans le bassin versant du lac Saint-Charles. Nous sommes également en train de faire un recensement des installations septiques et une caractérisation des installations septiques dans le bassin versant du lac Saint-Charles qui serait, espérons-le, éventuellement amené un petit peu plus loin dans le bassin versant. Par contre, sachant qu'au lac Beauport, dans le bassin versant du lac Beauport, il n'y a pas d'agriculture, que les éléments nutritifs proviennent essentiellement des installations septiques autonomes, de l'érosion et de ce qu'on met sur les routes, c'est fort probable, même plutôt certain qu'un des apports principaux des éléments nutritifs proviennent des installations septiques. Une question ici très intéressante. Est-ce que l'enrochement peut contribuer à la protection contre l'érosion des rives? Ça, c'est toute une question. Pour la réponse, on a tenté de faire ça par rapport à l'enrochement des rives dans beaucoup de lacs, rivières, même le fleuve Saint-Laurent. Ce qu'on s'en rend compte, nonobstant du fait que l'enrochement fait, en fait, je reviens pourquoi pas l'enrochement, mais ce qu'on s'est aperçu que oui, ponctuellement, l'enrochement peut contribuer à la protection. Par contre, c'est ultimement, si on fait un enrochement à un endroit, il va y avoir une érosion à un autre. C'est comme un effet, si on enroche d'un côté, plus loin, vous allez avoir plus d'érosion parce que les vagues, l'érosion, l'énergie va se déplacer puis créer de l'érosion à un autre endroit. Pourquoi que c'est absolument pas une bonne idée pour un lac comme le lac Beauport? C'est que l'enrochement, ça fonctionne comme un radiateur. C'est-à-dire qu'ils vont se réchauffer toute la journée et ils vont donner la chaleur au lac après pendant non seulement la journée, mais toute la nuit également. Sachant que la façon pour amener le plus d'oxygène dans un lac, c'est fonction de la température du lac et son altitude. Donc, moins que les eaux sont chaudes, plus qu'il peut y avoir un apport naturel de l'oxygène à partir de l'atmosphère. Donc, il faut le garder fraîche. On ne veut pas non plus réchauffer l'eau parce que ça favorise la prolifération d'algues et des cyanobactéries. Ça va favoriser la stratification et la réduction de l'oxygène plus bas dans les lacs. Donc, la réponse est, si on veut favoriser la réduction de l'érosion, c'est les bandes riveraines, l'Amérique baumier au maximum alentour des lacs. Une autre question ici. L'embouchure des rivières ont créé des deltas de plusieurs mètres de sable dans le lac. C'est évident à l'œil nu en termes d'ensablement. Effectivement, je l'ai vu dans certains endroits et c'est pour ça qu'il faut vraiment s'assurer le bon entretien des rues, d'enlever le maximum, dès le printemps, d'enlever le maximum des sables et graviers qui ont été mis sur le lac, sur les rues. Il faut éviter qu'il y ait c'est le bon entretien également de toutes les, comment on appelle ça en français? Les fossés de rue.
donc les garder le maximum végétalisés. Il y a plusieurs méthodes pour le faire. Et il y a un commentaire ici. Il se peut qu'il y ait du transport des sédiments par les bateaux également. Nous avons observé des tels nivellement du fond au lac Sergent qui est encore moins profond que le lac Beauport. Puis oui, il y a définitivement un potentiel de transport de sédiments par les bateaux, mais c'est vrai aussi qu'au lac Beauport, on le voit dans les embouchures des petits ruisseaux, à quel point il y a des sables qui viennent au lac. Donc, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Il y a une question, deux questions que j'ai échappées. Une, c'est y a-t-il des priorités dans les actions à prendre? En fait, moi, je vous dirais les priorités sont au même niveau, c'est-à-dire on doit déterminer qu'est-ce qu'on peut faire à son échelle et le faire, c'est-à-dire de végétaliser au maximum ses rives, de ne plus faire, de faire une bonne utilisation équilibrée de son installation septique, c'est-à-dire d'une fois de s'assurer qu'elle soit le plus conforme et fonctionnelle et entretenue que possible, de faire une utilisation intelligente de son installation septique, c'est-à-dire pas tous les lavages en même temps, pas prendre des bains, mais plutôt des douches, donc réduire la consommation d'eau, parce que moins qu'on consomme d'eau, moins qu'il y a de l'eau qui va être dans les installations septiques. Et si, donc, moins d'éléments nutritifs ultimement dans le lac. Et également, on doit s'assurer que la durée de séjour dans notre installation septique est au maximum, c'est-à-dire qu'on ne flush pas direct ce qui arrive dans la fosse dans le champ d'épuration. Donc, c'est pas de faire tous ces lavages en même temps, en plus de prendre les douches, les bains, etc. aux mêmes heures. Donc, vraiment étaler notre usage au maximum. Question ici, avez-vous une étude plus récente? Non, les données ont été prises en 2018. Il faut savoir qu'on termine l'échantillonnage au mois d'octobre. Les données les résultats arrivent du laboratoire, surtout pour les cyanobactéries, seulement qu'au mois d'avril, mai d'après, donc 2019. Et nous avons rédigé tout ça durant l'été 2019, le présenter au conseil municipal à l'automne. Donc, ça prend quand même beaucoup de temps. Donc, la prochaine grosse étude est prévue idéalement en 2023. Mais si je ne me trompe pas, il y a des suivis qui sont faits dans le cadre du réseau de surveillance volontaire des lacs.